premiers matériaux pour une théorie de la jeune fille, il précise bien que la jeune fille n'est pas du tout un sexe ou une classe d'âge. Que la jeune fille est la meilleure forme de l'homme tel que produit par le système social, c'est-à-dire l'homme consommateur, superficiel et sans aucun intérêt. La jeune fille, c'est un être théorique dans le livre, la jeune fille donc n'est pas sexuée, c'est juste l'être humain qui s'est totalement vidé, qui n'est plus qu'une forme spectaculaire. Et en tant que forme spectaculaire, il ne peut donc ne plus rien avoir ni de singulier, ni de profondeur, ni de passé. Entre la jeune fille et le monde, il y a une vitrine. Rien ne touche la jeune fille. La jeune fille ne touche à rien. C'est à la fois donc complètement la reprise de thèmes entre autres de Bourdieu, le fait que la jeune fille c'est un être de spectacle, elle ne touche absolument à rien de réel, elle est vide de tout être. Il y a autre chose qui fait écho à la situation d'aujourd'hui. La jeune fille court après la santé comme s'il s'agissait du salut, le sentiment de soi comme viande, comme tas d'organes diversement truffés d'ovules ou flanqués de couilles, et le fond sur lequel se détache l'aspiration, puis l'échec de la jeune fille à se donner forme, tout au moins à en simuler une. Et quelque part, en renfermant les gens dans l'idée qu'ils sont juste quelque chose à préserver d'une maladie, on est vraiment comme la définition du sentiment de soi comme viande. Le sentiment de la contradiction entre son existence en tant qu'être social et son existence en tant qu'être singulier qui déchire le Bloom ne traverse pas la jeune fille qui n'a pas plus d'existence singulière que de sentiments en général. S'enfermer dans le spectacle, c'est certes anesthésiant, mais en même temps l'anesthésion, c'est une disparition de la réalité. La jeune fille porte un ensemble de contraintes sociales dans sa personne et dans son mode d'être, mais elle le porte pas seulement pour elle, elle est un instrument de contrainte en elle-même. La jeune fille, qui encore une fois peut être une fille ou un garçon, crée du désir évidemment, et ce désir, le sens de ce désir est toujours celui d'une répression de la révolte, d'un asservissement. En fait, la jeune fille, c'est un peu comme une paire de menottes qui présente bien, et qui en plus ne se montre pas en tant que menottes. Dans le chapitre 7, il y a la jeune fille comme machine de guerre. C'est là qu'est montré le sens le plus profond en fait de Tikkun. C'est-à-dire que il s'agit pas simplement de dire que la jeune fille est quelque chose dépourvu de sens métaphysique ou d'intérêt. Tout cette émancipation prétendue est en réalité une machine de guerre qui est liée à la volonté générale de domination qui est celle du système, alors dans l'expression marxiste du système capitaliste, en se rappelant que le système capitaliste est devenu une accumulation de spectacles avec de bords, c'est-à-dire que c'est plus le capitalisme du 19e siècle. C'est un asservissement généralisé. Au fond, le désir devient un facteur d'aveuglement des possibilités de la liberté. On voit toute la richesse des sources de Tikkun. Il y a Hegel, il y a Heidegger, il y a Debord, il y a l'école de Francfort, c'est extrêmement riche comme source. Alors c'est pas une première philosophique, mais Tikkun pose que cette représentation de la réalité est aussi quelque chose de politique, au sens qu'il faut se demander à qui profite le spectacle. Tikkun, c'est quelque chose qui est difficile à situer. D'abord, c'est des étudiants de l'école d'études en sciences sociales dans les années fin des années 90. Ensuite, donc c'est un groupe de gens, et ce groupe de gens ont des idées très différentes les uns des autres, qui écrivent anonymement, même si on connaît quelques noms aujourd'hui. Ils sont imprégnés par la culture juive traditionnelle, et ensuite par la culture situationniste. Et enfin, par une certaine culture marxiste. Ils connaissent Marx, c'est sûr, mais c'est pas pour autant des marxistes ou autres qui se sentiraient des descendants de 68. C'était effectivement des gens qui, tous ou presque tous, étaient des milieux favorisés, voire très favorisés. Tous, ils ont eu des trajectoires, là aussi, très différentes les unes des autres, et ils avaient accès à ce moment-là, donc à un niveau de culture, à des capacités, à des possibilités culturelles extrêmement élevé, ça c'est sûr. Les gens de Tikkun au départ étaient au fond peu politisés, surtout révoltés. Une forte composante métaphysique, bien plus que la tradition de mai 68.
Agamben a attiré certains auteurs de Tikkun. C'est une synthèse, on va dire, entre Agamben et Tikkun qui, en partie, fait le comité invisible. Mais il y a une rupture, il y a une continuité, mais il y a aussi une rupture entre Tikkun et le comité invisible. Il y a un côté, donc, vraiment d'un moment dialectique de l'histoire idéologique du XXe siècle dans Tikkun. C'est pour les auteurs les plus puissants de Tikkun, c'est certainement des très bons connaisseurs de Debord. Dans l'état d'esprit, la manière de fonctionner, mais ça ressemble quand même beaucoup aux pratiques situ, de travailler sur le patchwork, sur la parodie, sur l'ironie, sur le mensonge. Donc, et puis aussi un autre aspect des situ, c'est quand même l'aspect quand même très fortement marxiste, au sens important du fait que le marxisme est quand même la langue commune de tous les intellectuels, y compris de droite aujourd'hui. Donc il y a vraiment, alors il y a tout un monde culturel qui représente la culture des jeunes vers les années 2000. Pour autant, encore une fois, ils ont fait quelque chose de très original avec ces matériaux. Et ça se présente quand même beaucoup comme des fragments. Et ça, c'est quelque chose, quand on connaît la revue de l'International situationniste, il y a une analogie de style qui est assez frappante. Et Tikkun, en fait, c'est un moment historique parce que à l'intérieur même de l'idéologie de gauche, il naît un moment critique où des gens prennent conscience de l'idéologie régnante, en font une critique fondamentale qui est à la fois théorique et pratique. Ils le font avec leurs propres mots et avec un niveau de culture et de réflexion qui en fait vraiment un moment théorique fondamental. L'héritage du maoïsme et de la pensée 68 comme représentant une révolution, c'est longtemps ce qu'on a considéré comme une pensée de gauche. Je rappelle qu'il y avait énormément l'idée de la lutte des classes et l'analyse donc des circuits financiers, l'analyse de la propriété comme étant le moyen d'oppression fondamental. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mue Mao Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao Mao. Diable dénonce, je renonce Mao Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. La pensée de gauche après 68, donc c'est progressiste. Si on dit que quelque chose est un progrès, on dit qu'en fait il est souhaitable et qu'il est nécessaire. Tout changement est au fond plutôt bon. Tout ce qui vient du passé est au fond plutôt mauvais. Toute fin d'un rapport social est une libération. Chaque voleur et chaque victoire, chaque écrivain est un prisonnier politique. Chaque pute, chaque mac, chaque voleur est un prisonnier politique. Libérez Billy the Kid. Chaque libéré. Malheureusement, quand Antoine, pour symboliser la mort de la propriété privée, avait rempli le casque du contremaître de mayonnaise Amora, on avait dû écourter la représentation au plus vite. Nous arrivâmes à la conclusion que les choses finiraient par bouger un jour, mais que ce serait très, très, très lent. Ce qui est extrêmement étranger en fait à l'esprit des syndicats ouvriers par exemple, puisque dans un syndicat ouvrier évidemment les liens entre les membres du syndicat sont fondamentaux et ne peuvent pas être supprimés. Or, considérer que toute sortie de tous les systèmes sociaux est une libération, c'est là encore un trait assez caractéristique aujourd'hui d'une certaine pensée de gauche mais dominante. Le fait de devenir libre, d'être libéré des stéréotypes, c'est au fond une forme d'oppression totale de la société. Tout ce qui est dit par le système est en fait l'inverse, est en fait faux. Et ce renversement, donc opéré par Tikkun, c'est vraiment un moment dialectique extrêmement important. Le modèle de la jeune fille, propagé par exemple par les revues féminines, qui donc est extrêmement attaché à sa liberté, à sa libération, à sa possibilité de choisir, de rechercher le bonheur, est au fond quelqu'un de totalement aliéné. Il y avait une
très forte critique derrière de certains féministes. Là, le livre, La théorie de la jeune fille, est souvent quelque chose qui a une formidable ironie, encore aujourd'hui, par rapport à tous les idéaux de la société contemporaine. La même opiniâtreté désabusée qui caractérisait la femme traditionnelle, assignée à résidence dans le devoir d'assurer la survie, s'épanouit à présent dans la jeune fille, mais cette fois émancipée de la sphère domestique comme de tout monopole sexué. Et donc, très clairement, l'émancipation est au fond l'élargissement de l'assignation à résidence, et je me permets de dire, en 2021, ça prend une très grande valeur de parler de l'élargissement de l'assignation à résidence. La jeune fille ressemble à sa photo, en tant que son apparence épuise entièrement son essence, et sa représentation sa réalité. Qu'est-ce que cela veut dire, là encore ? Ça veut dire on est bien dans le situationnisme, on est bien dans du debord, c'est-à-dire que le spectacle a pris le dessus sur la réalité, et la jeune fille, c'est au fond l'être humain pour qui la réalité a disparu, et où il n'existe plus que le spectacle. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que le spectacle de la liberté n'est pas la liberté, le spectacle de l'émancipation n'est pas l'émancipation, le spectacle de la jeune fille libre n'est pas une personne humaine libre, c'est une personne humaine totalement aliénée. C'est aussi une théorie de la catastrophe. Ça se retrouve chez plein d'auteurs, c'est-à-dire que c'est absolument pas la propriété de quelqu'un. On va retrouver ces idées chez plein de gens, mais parce que, au fond, ils sont une description réaliste des choses. La jeune fille est un épurateur de négativité, un profileur industriel d'unilatéralité. En toute chose, elle sépare le négatif du positif et n'en garde en général qu'un. De là, elle ne croit pas aux mots, qui n'ont en effet dans sa bouche aucun sens. C'est-à-dire qu'au fond, la jeune fille est totalement imperméable à la complexité. Le négatif, dans la pensée de Hegel, c'est la capacité à comprendre tout ce qu'une époque a de mauvais, mais qui va aussi la mettre en mouvement. Puisque c'est l'insatisfaction et la compréhension du négatif qui donnent la puissance révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une brûlure chimique. Elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice. Qu'est-ce que tu fous ? Si la méditation dirigée marchait pour le cancer, elle pouvait marcher pour ça. Tu dois endurer la souffrance, ne pense pas à autre chose. Regarde ta main, les premiers savons ont été faits avec les cendres des héros. C'est comme les chimpanzés envoyés dans l'espace. Sans la souffrance, sans les sacrifices, on n'aurait absolument rien. J'essaie de ne pas penser aux mots morsures, aux mots chers. Tu vas arrêter ! La voilà ta souffrance, la voilà ta brûlure, c'est là, et pas ailleurs. Je m'en vais dans la caverne, trouvez mon animal porteur de force. Non ! Tu conduis comme tous ces cadavres ambulants, du nerf. J'ai compris, lâche-moi. Non, ce que tu ressens, c'est une illumination prématurée. Il faut que tu saches, au lieu d'en avoir peur, que tu saches que tu mourras un jour. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. D'accord. Félicitations. Tu vas bientôt toucher le fond, c'est bien. Et au fond, donc, la jeune fille, en épurant totalement la négativité, est aussi donc ce qui rend l'existence totalement vide. Et du fait que la jeune fille est persuadée qu'elle est libre, libérée, et qu'elle vit un moment unique de l'histoire où désormais on respecte la justice et la liberté, elle devient en fait totalement impuissante et son horizon de vie se réduit absolument à rien. C'est donc la croyance contemporaine et progressiste qu'on serait arrivé à une époque d'extraordinaire liberté et de découverte de la justice qui fait qu'en fait on devient absolument incapable d'avoir la moindre autonomie. Et là encore, on peut dire, pour prendre un exemple, on en vient à considérer qu'il est normal d'assigner à résidence une population. La jeune fille ne conçoit pas l'écoulement du temps, tout au plus s'émeut-elle de ses conséquences. Comment pourrait-elle, sinon, parler du vieillissement avec une telle indignation, comme s'il s'agissait d'un forfait commis à son endroit ? Sur le fait que le monde moderne, c'est une perte de profondeur. C'est-à-dire que le spectacle, c'est aussi un synonyme de superficialité. C'est une perte de profondeur, c'est aussi une perte de profondeur historique. Il s'agit bien là de concevoir le temps comme étant juste quelque chose qui en fait vous rapproche de la mort et du vieillissement, et donc comme quelque chose de uniquement négatif.
C'est-à-dire que le fait d'avoir une ancienneté, d'avoir une profondeur de temps dans l'histoire, c'est quelque chose qui est totalement contraire aux valeurs. Et là encore, on voit bien le lien qui peut exister entre la condamnation contemporaine de tout le passé au motif que le passé est immoral. Pourquoi le passé est immoral ? Tout simplement parce que quand on a une morale, et que nécessairement le passé a une autre morale quelle qu'elle soit, parce que dans le passé il y a eu énormément de systèmes moraux. De toute façon, si on considère que le seul bon système moral est le sien, nécessairement tous les autres sont des barbares. Clairement, à partir du moment où on pense que tout le passé est totalement mauvais, et qu'on est persuadé que quoi qu'il arrive, de toute façon, on est porteur, grâce au miracle du progrès, de la seule système moral valable, c'est évident que, au fond, ça ne sert à rien de s'intéresser au passé. Quelque chose qui va par contre être une continuité de Tikkun au Comité Invisible, c'est le diagnostic qu'il y a une guerre. Que, en fait, la société actuelle est une société de guerre civile. À l'époque, dans les années 2000, énormément de gens pouvaient considérer que c'était n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée qu'il puisse y avoir une guerre des classes dominantes contre le peuple, c'est quelque chose qui au moins pourrait susciter un peu plus d'attention. En tout cas, il y a une phrase typique là-dessus, c'est « Le sourire vitrifié de la jeune fille cache toujours une colonie pénitentiaire ». La jeune fille ne connaît d'autre légitimité que celle du spectacle. Autant la jeune fille est docile à l'arbitraire du « on », autant elle est tyrannique à l'égard des vivants. Sa soumission à l'impersonnalité du spectacle lui acquiert le droit d'y soumettre quiconque. Dans le foutre, comme dans les autres secteurs de son existence, la jeune fille agit comme un formidable mécanisme d'annulation de la négativité. C'est donc bien toujours un processus de neutralisation qui est le mode d'action de la jeune fille. Il y a des choses qu'on retrouverait dans toutes sortes de projets aujourd'hui ou de discours où en fond on présente la jeune fille donc comme étant l'émancipation par elle-même, la liberté en elle-même, mais la violence du livre contre cette conception de la jeune fille comme émancipée et libérée, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait nouveau dans le ton quand apparaît ce texte de Tikkun. La jeune fille a déclaré la guerre aux microbes. La jeune fille a déclaré la guerre au hasard. La jeune fille a déclaré la guerre aux passions. La jeune fille a déclaré la guerre au temps. La jeune fille a déclaré la guerre au gras. La jeune fille a déclaré la guerre à l'obscur. La jeune fille a déclaré la guerre au souci. La jeune fille a déclaré la guerre au silence. La jeune fille a déclaré la guerre aux politiques. Et pour finir, la jeune fille a déclaré la guerre à la guerre. Fenster präsentiert, Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und der Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schauft die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach mal